Bonsoir à tous, à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir aussi. Et nous allons donc parler avec deux personnes qui ont traité exactement le sujet de ces journées d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, ce titre, c'est « Nos raisons d'espérer ». Et Monique Atlan et Roger-Paul Droit ont écrit en 2016, c'était au moment des attentats. L'espoir a-t-il un avenir ? Autant dire qu'il n'y a pas plus grande ressemblance que ces deux termes. Et c'est pour ça que des gens se sont demandé, est-ce que Roger-Paul Droit et Monique Atlan vous ont appelé pour dire que ce serait bien de traiter le sujet à Pau ? Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Mais c'est vrai qu'au moment où on a décidé que nos raisons d'espérer seraient le thème de ces rencontres, on ne pouvait pas éviter de penser à Monique Atlan et Roger-Paul Droit. Parce que c'est finalement la rencontre où, de manière précise, vous pourrez entendre les deux personnes qui ont consacré des années de réflexion à ce thème précis. Alors, les deux auteurs ont eu un lien avec la culture depuis des années. Roger-Paul Droit est un philosophe qui a écrit une trentaine de livres, et Monique Atlan est journaliste, essayiste, et depuis 20 ans aussi, elle s'occupe de culture. Tout son travail est relié à la culture. Alors, vous allez voir l'intérêt que vous aurez à écouter ces deux personnes. D'abord, ils vont définir ce que c'est que l'espoir, parce que l'espoir, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent le mot espoir selon des critères très différents. Et deuxièmement, à la fin du livre, il y a plusieurs pages, c'est le chapitre 5 du livre, qui s'appelle « Apprendre à espérer ». Imaginez-vous que espérer n'est pas chose simple et qu'il est bon d'avoir quelques règles à respecter pour savoir ce que c'est qu'espérer. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, pendant toutes ces rencontres où on parlera d'espérance, que qu'un couple ait passé des mois et des mois de travail à se dire quelle est la bonne façon, la meilleure manière d'arriver à espérer correctement. Voilà, on va les accueillir. Monique Atlan, Roger-Paul Droit, bienvenue. Merci. Bienvenue ici. Et comme on l'a dit, c'est avec beaucoup de curiosité et d'espérance qu'on vous attend sur ce sujet qui est le sujet de toutes ces rencontres. Juste un mot. Lorsque vous avez écrit ce livre, aviez-vous en tête que l'espoir serait un sujet, malheureusement, puisque c'est autour des attentats et je pense des sondages aussi que vous aviez lus à l'époque, est-ce qu'il y avait chez vous la volonté de répondre à une demande dont vous sentiez qu'elle allait grandir jour après jour ? En tout cas, le titre même qu'on a choisi, « L'espoir a-t-il un avenir ?», le point d'interrogation était fondamental pour nous. Parce qu'effectivement, sur ce fond, comme ça, cette toile de fond de cette inquiétude qui montait, on pouvait se poser des questions autour de cette notion. Mais au fond, ce qui a provoqué l'écriture de ce livre et notre réflexion, c'était un sondage paru en 1900, il y a 7 ans. 2014. En 2015, exactement, pardon. Je me souviens de ce sondage, je m'en souviens très bien. Qui expliquait que, je crois que c'était 82 ou 60, je ne me rappelle plus le chiffre exact, c'était énorme. 3/4. Les 3/4 des Français étaient sans espoir pour l'avenir, étaient pessimistes pour l'avenir. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, il y avait effectivement des attentats, il n'y avait pas l'inflation, il n'y avait pas le bruit des guerres que nous connaissons maintenant. Et c'était très frappant de voir que dans ce sondage, qui était un sondage international, les Irakiens, qui étaient en pleine guerre, eux, étaient placés
avant nous en termes d'espoir, d'espérance. Et donc, c'était très intriguant. Et ce qui nous a intrigués beaucoup plus, c'est la distorsion qui était introduite, parce que quand on demandait à chacun est-ce que pour lui-même ça va, est-ce qu'il y a de l'espoir, mais la grande majorité des gens répondaient oui. Alors ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il y avait un décalage absolu entre ce qu'on peut espérer pour soi-même à titre individuel et ce qu'on appelle l'espoir collectif. C'est-à-dire, l'espoir collectif n'avait pas droit de citer, il était hors vision, il était éclipsé, pas vu. Et c'est ce décalage-là qui nous a impressionnés, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de privatisation de l'espoir, si on peut dire, bonheur personnel contre, alors, indifférence ou malheur collectif. Donc, ça disait qu'il manquait quelque chose de crucial, et je crois que quelques années après, c'est toujours le cas, il manquait un récit collectif qui permette d'irriguer et de remettre en œuvre cet espoir. Alors, Roger Paul Droit, par exemple, est-ce qu'il y a un lien entre ce que vient de dire Monique Atlan et puis un mouvement philosophique qui date de quoi, après la Seconde Guerre mondiale, on va dire, peut-être ça s'est accumulé à ce moment-là, de responsables politiques, intellectuels, syndicaux, qui disaient tous, écoutez, arrêtez de nous parler du futur. L'urgence, c'est ici et maintenant, pour reprendre un slogan qui a été si connu. Est-ce que ça compte, ça, dans le fait qu'on se soit écarté de l'espoir de l'espérance ou de l'espoir de l'espoir? Oui, bien sûr, ça compte. Parce que de plus en plus, à partir des dernières décennies, on s'est trouvé dans une situation où les grands espoirs collectifs d'autrefois, ceux dans le progrès, dans la démocratie, dans la liberté d'expression, dans la technique aussi, tous ces grands progrès se sont trouvés d'une certaine manière mis en crise. Il y a des raisons à ce pessimisme, des raisons qui sont que au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle, on a très longtemps cru que tous les progrès allaient ensemble. Vous savez ce qu'on appelait le progrès avec un grand P? C'était un peu comme si tous les progrès se avançaient la main dans la main. Plus de connaissances scientifiques égale plus d'applications techniques, égale plus de progrès social, plus d'éducation égale plus de responsabilité, et tout cela humanisait. Chaque année était meilleure que l'année d'avant. Oui, en tout cas chaque décennie ou chaque siècle. Chaque décennie, oui. C'était pas complètement uniforme. Il y avait des fois un truc qui était un peu à la traîne, un élément le progrès social n'allait pas nécessairement au même rythme que le progrès scientifique. Mais il y avait depuis le siècle des Lumières cette idée que le progrès était, d'une certaine manière, un mouvement d'ensemble. Et qu'est-ce qui a cassé cela, je crois, profondément? Eh bien, c'est au XXe siècle, la Shoah, le Goulag, Hiroshima. Ça a été les trois grands gongs, si j'ose dire. Le peuple le plus cultivé d'Europe, le peuple allemand, a été le foyer de la pire des barbaries. Les espoirs des lendemains qui chantent du socialisme et de la libération se sont terminés dans d'autres camps de la mort en Sibérie et ailleurs. Et on a découvert aussi que la science était aussi terrible qu'elle pouvait être source d'espoir ou de bénéfique. Et après, il y a eu ce mouvement qui s'est développé, auquel vous faisiez allusion, où on s'est dit, finalement, on ne sera plus dupe. Il ne faut pas qu'on nous refasse le coup. Nous n'allons pas continuer à espérer de peur d'être déçus. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe aussi avec, alors c'est beaucoup plus récent, mais l'éco-anxiété, on a le sentiment qu'il n'y a plus d'espoir nulle part, que collectivement toutes les portes sont fermées et on est effectivement, où beaucoup de gens sont dans une grande angoisse parce qu'ils ne voient plus d'une certaine manière l'horizon. Or, et c'était le point de départ de notre réflexion déjà il y a quelques années, c'est que une humanité sans aucune raison d'espérer, eh bien, c'est finalement une humanité qui devient bloquée, qui n'est plus d'une certaine manière elle-même. Et ce n'est pas nous qui avons donné l'idée, mais nous nous sommes plutôt dit
puisqu'il y a 9 ans que vous existez, s'il y a une idée qui mène le monde, c'est l'espoir. Voilà. C'est l'espoir qui mène le monde et qui rend, d'une certaine manière, l'humanité active. Et si aujourd'hui, on ne peut pas du tout dire, moi je ne crois pas que l'espoir ait disparu, il est simplement éclipsé, il est d'une certaine manière voilé, en tout cas les espoirs collectifs. Et c'est ça qu'il faut essayer en quelque sorte, de remettre en route, de dégripper, de comprendre, en analysant la notion d'espoir, par quels moyens on pourra la réalimenter. Un mot ? Oui, parce qu'en fait, rapide, il faut quand même bien souligner que l'espoir, si j'ose dire, c'est pas un bon sentiment tout d'une pièce. Hein. L'espoir, c'est pas bisounours, quoi. L'espoir, c'est quoi ? C'est le souhait, l'attente de quelque chose de meilleur dans l'avenir, un souhait que nous devons mettre en acte, qui nous fait agir pour produire des résultats. Mais alors là, ça paraît simple. Mais en réalité, évidemment qu'il y a parfois, dès qu'on dit un souhait pour une attente de quelque chose de meilleur dans l'avenir, dès qu'on dit le mot attente, s'introduit l'idée d'un risque, l'idée que la chose ne se produira peut-être pas. L'idée du temps, vous voulez dire. D'une incertitude, voilà. Et une idée de temps à attendre nécessaire, voilà. Qu'il faut endurer pour voir le résultat de ses actions. Et dès lors, c'est ça qui fait que, d'une certaine façon, l'histoire de la philosophie a été un petit peu indifférente à la notion de l'espoir. C'est qu'au fond, pourquoi prendre ce risque ? Autant éliminer toute crainte d'échec en s'en tenant au seul présent. Mais dès lors, effectivement, si on s'en tient au seul présent, on annule la possibilité du temps, du déroulement du temps. Parce qu'en fait, il n'y a que l'espoir qui est, au fond, une évidence intime. On sait tous de quoi on parle, en fait, on le ressent quand on parle espoir, mais c'est un moteur énergétique, mais qui, effectivement, demande du temps pour sa réalisation. Et on peut même dire que l'espoir a besoin de temps pour se déployer, mais l'espoir fabrique le temps, c'est-à-dire organise l'horizon, même si l'horizon, on a toujours le sentiment qu'il s'éloigne quand on approche, mais c'est ça qui donne l'énergie, la tension qui fait qu'il y a du temps, il y a nécessaire. Un passé, un présent, et ce qu'on appelle, ce qu'un historien allemand a appelé des horizons d'attente, des choses qui font qu'on a envie de se lever le matin. Voilà. Et effectivement, ce qui est en question actuellement, c'est le fait que l'espoir collectif n'est pas seulement la somme de tous nos espoirs individuels les uns les autres, mais c'est quelque chose de plus qui transcende les espoirs individuels, qui met en forme des valeurs, des idées, des projets que normalement les hommes politiques, les femmes politiques devraient prendre en charge et organiser le récit de cet espoir collectif. Malheureusement, ils ne le font pas toujours. C'est pas si facile que ça, il faut dire, mais absolument. Ils ont quelques excuses, mais enfin c'est leur devoir en tout cas. Voilà. Sans récit collectif, il est très difficile d'espérer en tout cas avoir une opinion réunie, un pays uni. Oui, c'est-à-dire le même objectif. Si l'objectif n'est pas défini, c'est difficile de réunir les gens. Alors, ça aussi, vous l'avez évoqué rapidement. L'espoir, ce n'est pas une pensée seulement. L'espoir nécessite absolument l'action. On ne peut pas espérer sans agir. C'est ça qui est intéressant de lire dans votre livre. Oui, parce que, alors, il y a bien évidemment une sorte d'espoir passif qui dit, espérons qu'il fera beau demain. Par exemple. Oui, mais ça, pour les choses qui nous échappent complètement. Ouais. Mais il y a Michel Boujna qui raconte une histoire que nous aimons bien. C'est celle du type qui s'adresse à Dieu et lui dit « Fais-moi gagner au loto. Fais-moi gagner au loto. Fais-moi gagner au loto. Je t'en prie, mon Dieu, je t'en prie, je t'en supplie, j'espère gagner au loto. Aide-moi à réaliser cet espoir. » Et alors il prie comme ça et on entend au bout d'un moment une grande voix qui dit achète un billet au moins. Au moins achète le billet, fais quelque chose. Autrement, fais quelque chose. Alors vous voyez, même sur le jeu de hasard, même sur ce qui évidemment
ne dépend pas du tout de nous. Il y a un acte premier qui est nécessaire. Il faut avoir pris le billet, sinon on peut toujours espérer gagner, et ça ne marche pas. Bon, pas du tout. Ça ne marche pas forcément quand on achète le billet non plus. Mais, et puis, surtout, la matrice énergétique de l'espoir, c'est quelque chose qui est fait de notre désir, de nos envies personnelles pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, ou évidemment pour notre communauté, ou pour la nation, éventuellement pour l'humanité. C'est à chaque fois comme ça fait de penser d'abord, mais d'action en même temps. Espérer, c'est commencer à agir pour réaliser ce qu'on espère. Sans ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas ça n'est qu'une chimère. Aucune valeur. Ouais. Voilà, ça n'a aucune valeur. Et bien évidemment, et là où ça commence à devenir, je crois, intéressant, c'est que l'espoir n'est pas seulement un désir, un sentiment, un affect, quelque chose qui nous meut à travers nos tripes, mais c'est aussi quelque chose qui nous fait penser. Parce que quand vous voulez réaliser un objectif, eh bien, vous devez non seulement commencer à agir, mais aussi réfléchir sur le chemin que vous allez prendre, les moyens que vous allez employer, les obstacles que vous allez essayer de contourner. Autrement dit, ce n'est pas du tout quelque chose de passif, c'est au contraire ce qui nous meut dans nos existences individuelles comme dans nos actions collectives pour que demain soit mieux. C'est évidemment orienté vers l'avenir, c'est orienté vers une amélioration du lendemain, mais c'est aussi à travers l'action et que l'espoir se met en route et en œuvre. J'ajouterais quand même que, en dehors de Michel Boujna, parce qu'il n'y a pas que lui qu'on cite. Elle est très bien cette définition de Boujna. On a plusieurs références. Oui. Mais on peut aussi citer le philosophe Edmund Husserl, qui est quand même beaucoup plus grave et plus sérieux. Boujna, Husserl. Boujna voilà. Et Husserl, oui. Qui dit qu'en fait, il n'y a pas d'espoir en général. C'est toujours un espoir de quelque chose. C'est-à-dire que l'espoir est toujours quand même défini. Le but à atteindre, l'horizon, oui. La raison, ce qui nous fait nous mouvoir, c'est toujours ce qu'il appelle une émotion acte. Et Sartre aussi disait espoir et action ne font qu'un. Et c'est effectivement toute la question contemporaine de savoir qu'est-ce qui fait qu'on se démet de cette responsabilité que nous avons d'agir. Voilà. Peut-être un petit mot de plus oui. Sur espoir et action ne font qu'un, cette formule de Sartre qui est très belle, je crois, mais elle est très simple aussi, elle est très forte, parce que dès que vous faites quelque chose, que ce soit pour avoir un diplôme, pour construire une entreprise, peu importe, dès que vous faites quelque chose, vous espérez que ça réussisse. Ça inclut l'espoir. Vous espérez que ça réussisse et vous travaillez ou vous créez pour que votre espoir se concrétise. Et donc les deux, c'est recto verso d'une feuille de papier. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le risque qui est pris dans l'espoir, c'est l'incertitude. Quand on a un espoir, on n'est jamais certain, évidemment, qu'il aille à bonne fin, que votre espoir arrive à bonne fin. Et j'ai l'impression, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, que moi, j'ai jamais vu un moment où l'incertitude était plus insurmontable que maintenant. On ne supporte plus l'incertitude. Mais c'est bien on est assuré de partout, pour tous les risques du monde. Oui. Et donc, c'est vrai que peut-être que la perte d'espoir, c'est peut-être lié au fait qu'on n'accepte plus que les choses soient incertaines. Mais c'est-à-dire que, si vous voulez, tout ça est vraiment lié. Il faut essayer de me voir le fil. C'est que si on vit que dans le seul présent, l'historien François Hartog appelle ça le présentisme. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dictature de l'instant. On est tous dans l'immédiateté avec nos iPhones. On vit l'instant présent. Après, effectivement, l'action implique une incertitude. Mais il y a quelque chose dans notre société, et je crois qu'il y a quelque chose que la science elle-même a provoqué, c'est-à-dire le fantasme qu'on pourrait au fond tout maîtriser. Tout maîtriser.
du choix du sexe d'un enfant, de la connaissance du cerveau, de la loterie génétique. Et il y a, comme on a essayé de le formuler dans le livre, il y a une sorte de meurtre du hasard qui s'est mis en œuvre. C'est-à-dire que le hasard est hors de cité puisque on a la maîtrise de tout. Donc, dès qu'on a la maîtrise de tout, toute incertitude devient un peu comme ça, dérangeante, alors qu'il faut simplement la supporter, la traverser. Et de façon tout à fait paradoxale, la façon de la traverser, de la supporter pour avoir un résultat éventuellement positif, c'est de lâcher prise, c'est de renoncer à la volonté de maîtrise absolue, surtout, qui est un fantasme. Et tout ça fait qu'effectivement, il faudrait retrouver une sorte de goût du risque qui, évidemment, ça tient de la loterie. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Il y a une part de risque dans toutes nos actions, mais il y a, ce que vous avez dit, une sorte de volonté d'être sécurisé, surtout qui paralyse jusqu'à nos rêves. Nos rêves sont maintenant paralysés par cette peur, cette inquiétude. Et je crois que dans la société hyper individualiste dans laquelle nous nous trouvons, effectivement, si nous sommes tous des atomes isolés, tout cela se renforce en permanence. Et vous abordez un sujet, vous l'avez cité tout à l'heure aussi, le sondage, le fameux sondage. 80% des gens sont optimistes pour eux-mêmes et pour leur famille, parce que leur famille existait dans le sondage. Mais par contre, sur l'avenir de la nation et les possibilités que les choses s'améliorent, c'était genre 20 ou 25% de la population qui pensait que les choses allaient s'améliorer. Comment expliquer ce divorce, on va dire quand même, entre des espérances personnelles dont on pense qu'elles ont toutes les chances d'aboutir et des espérances collectives dont on pense qu'elles n'ont aucune chance? Comme s'il y avait deux mondes. Mais je crois que c'est le signe d'une sorte de panne du récit collectif. Et aussi une forme de panne ou d'éclipse du sens même de l'histoire et de la construction de l'histoire. Les traumatismes du XXe siècle auxquels je faisais allusion tout à l'heure, mais et il y en a d'autres, mais c'est l'idée, si vous voulez, qu'on a perdu le sentiment que l'histoire pouvait se construire. Et on est entré aussi dans une sorte de dictature du présent où l'héritage historique se réduit au devoir de mémoire, on célèbre comme ça, on commémore, mais on n'a plus forcément le sens qu'on s'inscrit à l'intérieur d'une succession de générations, et on n'a plus non plus le sens de l'avenir. Vous voyez, on est dans une sorte de présent permanent, où tout se joue avec quelques vagues souvenirs des siècles passés et pas d'imaginaire de l'avenir. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi une rupture énorme ? Si quelqu'un a la réponse, je veux bien l'entendre. Pour ma part, je ne l'ai pas. On a forcément, parce que la question est complexe, on a des hypothèses. La montée de l'individualisme, la perte du sens famille, des générations et de la perspective historique. Il peut y avoir des questions éducatives. Il y a aussi le fait que le monde numérique et les écrans nous mettent dans un présent permanent qui est, à mon avis, qu'il ne crée pas, mais qu'il renforce et de plus en plus. Ouais. Voilà. Et puis, aussi ce sentiment que, finalement, c'est plus malin de ne pas espérer. Vous voyez ? C'est plus sûr. C'est plus sûr. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, il y a une sorte de... voilà, comme si... l'espoir devenait un truc un peu ringard, un peu bête, un peu... voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît profondément dangereux, dommageable en tout cas, et qu'il faut, me semble-t-il, combattre et renverser. Non, ce que je crois aussi, vous savez, quand on a commencé ce livre... Moi, je ne suis pas la philosophe, c'est lui le philosophe. Et je lui disais, mais quand même, qui est-ce qui a écrit Non, c'est elle. sur l'espoir dans l'histoire de la philosophie occidentale? Et il était sûr qu'il y avait forcément quantité de... Et en réalité, pas du tout.
on a commencé à creuser, et on s'est rendu compte que de Épicure à Schopenhauer, en passant par Spinoza, Nietzsche et bien d'autres, jusqu'à André Comte-Sponville, le principe, c'était d'évacuer l'idée d'espoir, pour les raisons qu'on a signalées tout à l'heure. Et ce qu'il y a de très frappant, c'est qu'effectivement, on a trouvé un philosophe qui, dans les années 59-60, qui s'appelle Ernst Bloch, qui avait vécu la guerre, qui a vécu vraiment les drames de la guerre, qui a écrit un énorme volume qui s'appelle « Le principe espérance ». Et on a lu un texte d'Emmanuel Lévinas qui a été très éclairant pour nous. Il explique qu'au fond, la question de l'espoir dans toute la philosophie occidentale a été évacuée parce que la philosophie a d'abord choisi de penser l'individu, l'être individuellement, seul face à la mort, face à sa finitude. La question de la philosophie devenait l'homme face à la mort. Donc, ce que Heidegger a formulé par l'être pour la mort. Alors que Ernst Bloch proposait une toute autre conception de l'être humain. L'être humain, c'est un vivant qui s'inscrit dans la chaîne des générations. Donc, qu'il meure ou qu'il reste là, ça se joue après lui, ça continue encore et encore. Donc il n'y a pas, ça n'est pas infiltré par la mort, l'idée d'espoir. Il y a au contraire l'idée du futur qui s'ouvre et du travail qu'on a à faire pour les générations qui suivent. Et je crois que l'éclipse de l'espoir est aussi due à cette priorité accordée par la philosophie elle-même à l'idée de la mort. Alors, juste un mot, vous avez parlé, Roger Paul Droit, tout à l'heure de la science, du rôle de la science qui a été de promettre beaucoup et qui a réalisé, qui a permis de réaliser des progrès énormes pour la vie de l'homme et de la femme, évidemment. Alors, c'est vrai que non seulement il y a eu la bombe atomique, mais si vous lisez la presse scientifique et si vous écoutez les scientifiques en ce moment, ils annoncent la crise climatique comme jamais. Pendant le Covid, ils n'ont pas tous été à la hauteur, quand même. Je ne parle pas de ceux qui ont trouvé le vaccin, je parle des scientifiques qui étaient invités sur les plateaux et dont on pouvait de temps en temps se demander si c'était de vrais scientifiques. Toujours est-il que la science qui promettait le bonheur tous les matins nous avertit maintenant de tous les risques qui peuvent survenir dans la vie de la planète et de notre avenir. Est-ce que ça aussi, ça compte dans le fait que l'espoir n'est pas passé à trépas, mais nous fait perdre confiance en l'espoir? Si les scientifiques disent que la vie va devenir intenable, peut-être est-ce vrai? Mais les scientifiques ne disent pas que la vie va s'arrêter sur Terre. Qu'il y a un risque. Que l'humanité... Oui, mais ça, c'est leur travail de lanceur d'alerte d'une évolution. Mais justement, l'espoir va consister à comprendre que tout n'est pas joué. Parce que, Monique citait Ernst Bloch, qui a le mérite de dire aussi que l'espoir est aussi peu exploré que l'Antarctique. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une notion dont nous ne connaissons pas encore, d'une certaine manière, toute l'étendue, tout le fonctionnement complet. Mais surtout, l'idée, c'est que, idée d'Ernst Bloch, mais qui s'applique, je crois, tout à fait aujourd'hui, tant que tout n'est pas joué, tant que la pièce n'est pas finie, qu'il y a encore des possibles, alors il y a de l'espoir. Vous voyez, c'est-à-dire que les scientifiques, si on leur fait dire, et parfois on interprète comme ça les propos ou les études du GIEC et de bien d'autres scientifiques, si on leur fait dire tout est foutu et l'humanité va mourir, la biodiversité va disparaître. Ma petite fille est rentrée de l'école l'autre jour en disant tu sais, la Terre va exploser. Voilà, c'est ce que pense une enfant de 6 ans aujourd'hui. Si on leur explique ça aux enfants, je crois que c'est terrifiant, évidemment. Et si en revanche, on entend il y a 2 grosses questions à résoudre.
il y a un problème, comme on dit dans les séries télé, on a un problème. Mais rien n'est déjà totalement joué, il y a du possible, il y a des actions, là on est dans le cœur de l'espoir. Le cœur de l'espoir et le cœur de l'action en même temps. Voilà, c'est ce point-là, parce que, et là aussi, l'aspect philosophique de cela, c'est finalement l'inachevé. Tant qu'il y a de l'inachevé, ça veut dire du encore possible, même si ça paraît peu probable, minoritaire, voilà, c'est pas vraiment écrasant comme évidence. Tant que tout n'est pas fini, tant que tout n'est pas joué, il y a de l'espoir et de l'action possible. Vous savez, c'est Dante, le grand poète, qui, dans la Divine Comédie, au chapitre de l'enfer, met en exergue de ce chapitre « Toi qui entres ici, dans l'enfer, abandonne tout espoir. » Voilà. Mais pourquoi ? Parce que la définition de l'enfer, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Tu es damné éternellement et tu n'en sortiras pas. Là, c'est joué. Mais tant qu'on n'a pas franchi la porte de l'enfer. Mais tout simplement, tant que tout n'est pas joué, tant qu'il y a de l'inachevé et encore du possible, il y a nécessairement de l'espoir et de l'action. Sinon, on est en enfer. Vous voyez ? Et finalement, nous dire tout est terminé, tout est joué, vous n'avez plus rien à faire sauf à attendre de cramer, ça, c'est l'enfer. Voilà. Alors, apprendre à espérer. J'ai annoncé ça. Je dois dire que quand j'ai lu vos pages, je me suis dit, c'est quand même incroyable que 2 personnes prennent la responsabilité de dire que l'espoir, ça se travaille. Et que l'espoir, il faut l'aborder avec humilité. Absolument. Et il faut se dire que, comme toute autre chose dans la vie, souvent, ça s'apprend, il y a des règles. Par exemple, vous commencez, je crois que c'est la première, l'espoir, ça ne se décrète pas. Exactement, ça ne se prêche pas. Ce n'est pas de l'ordre de l'injonction. On ne peut pas obliger quelqu'un à espérer. L'espoir peut se prêcher, mais je ne sais pas si ça donne de bons résultats. Et effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut y réfléchir, y repenser et voir quels sont au fond les avantages de la position de celui qui s'accorde le droit d'espérer. Je pensais en écoutant, Paul, en vous écoutant, je me suis dit, mais dans une salle d'hôpital, on ne parle pas de désespoir, on parle d'espoir, on se bat pour quelqu'un. Pendant la résistance, je ne crois pas que les résistants étaient là en train de se désespérer. Ils avaient l'espoir de gagner et quand même, ils ont réalisé de grandes choses. Donc, effectivement, il y a des endroits dans le monde où on n'a pas le choix. Hein, c'est souvent quand on n'a pas le choix qu'on parle d'espoir. Mais ce que je crois qu'on peut dire, c'est qu'apprendre à espérer, c'est déjà de faire ce qu'on essaye de faire là cet après-midi, c'est d'en parler, d'y penser, et surtout d'accepter l'idée que l'espoir n'est valide que s'il est ce qu'on a choisi d'appeler un espoir tempéré. Qu'est-ce que ça veut dire, un espoir tempéré ? Ça veut dire que, en fait, l'espoir n'existe pas sans la lucidité. Et la lucidité, c'est comme un outil, ça marche, si vous voulez, comme un percolateur. Hein, ça filtre les espoirs pour, au fond, ne garder... Ça sépare l'impossible du possible, c'est ça que vous voulez dire ? C'est éliminer les espoirs illusoires, les espoirs vains, les espoirs meurtriers, parce que l'espoir peut aussi être meurtrier, négatif. Ça sert à faire ce travail d'éliminer tout ce qui est de l'ordre du fantasme, ou ce que j'appelle moi les pensées à gris-gris, hein, celles qui font qu'on espère passivement, sans bouger, pour de garder que les espoirs qui ont été tamisés par une réflexion. Il y a ce qu'on a dit, une émotion pensante, c'est à la fois un affect, mais c'est aussi une évaluation critique, rationnelle des possibilités de voir advenir cet espoir. Donc, apprendre à espérer, ça passe sûrement par réendosser sa capacité réflexive, laisser ses affects s'exprimer, parce que je crois vraiment que tout le monde a en soi cette évidence-là de l'espoir, mais qu'on peut l'étouffer ou cultiver comme si on arrose une plante, en fait. Qu'est-ce que ce serait apprendre à espérer ? Oui, Monique et vous avez commencé à le dire. Ça peut être aussi apprendre à endurer l'incertitude.
Savoir que ce n'est pas parce qu'on n'est pas certain qu'on va arriver à faire ce qu'on veut qu'on va laisser tomber. Et ce n'est pas parce qu'on a échoué une fois ou deux qu'on ne va pas continuer. C'est aussi, effectivement, examiner ses propres espoirs et, je crois, aussi les formuler. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas l'espoir en général, il y a l'espoir de quelque chose. Il y a un objectif, oui. Voilà. Et plus cet espoir est précis, voilà, à quelqu'un qui dit « j'espère », tu espères quoi? Tu espères quoi? Et si plus tu pourras le dire de façon précise, définie, délimitée, articulée et bien claire, plus tu auras de chance de savoir le réaliser. Voilà. Si ça reste flou, alors tout le monde veut certainement l'appel bonheur pour toute l'humanité. Mais l'appel bonheur pour toute l'humanité, c'est très bien, mais ça ne veut, d'une certaine manière, rien dire. Quel genre de paix, à quel endroit, quel genre de bonheur pour qui, à quel moment, déjà. Et puis, bien évidemment, plus l'espoir que l'on cultive ou que l'on entretient aura été, d'une certaine manière, défini, précisé, alors je crois que déjà, plus il est clarifié. Et puis, il y a la dimension aussi collective. Et cette idée aussi que l'espoir, c'est Catherine Chalier, une philosophe qui dit ça très joliment, l'espoir est toujours en partage. Et en fait, là, c'est la dimension, si on ose dire, éthique de l'espoir. L'espoir est toujours en partage. C'est-à-dire qu'on espère toujours en relation à d'autres que soi. Vous savez, c'est l'écrivain italien Eri de Luca, Eri de Luca, oui, bien sûr, oui. Qui est vraiment quelqu'un que j'estime beaucoup, qui a écrit un texte qui s'appelle Alzaya. Et dans ce texte, il rappelle, parce qu'il s'intéresse beaucoup aux sources des textes bibliques, il rappelle que le mot espoir en hébreu se dit tikva. Et que dans ce mot-là, dans cette racine-là, ça inclut aussi l'idée, étonnamment, enfin pas étonnamment du tout là, de l'horizon. Mais ce même mot qui dit l'horizon dit aussi la corde, l'accorder. Et là, ça devient assez insolite. On se demande pourquoi. Alors évidemment, ça peut être la corde qui étouffe, qui enchaîne les captifs, mais il explique que non, ça peut être aussi la cordée. Vous savez que c'est un alpiniste, Eri de Luca, et il explique que l'espoir cordé, c'est ce qui attache les alpinistes les uns aux autres. J'ai entendu un président de la République parler de ça. Vous vous souvenez? Oui, le premier de cordée. Et effectivement, mais non, là, il n'y a pas l'idée de premier de cordée, il y a l'ensemble de la cordée. Et alors, c'est tout à fait le contraire de ce que, par exemple, Virgile dit dans l'Énéide, que chacun soit pour soi sa seule espérance. Alors ça, c'est la vision contemporaine qui est majoritaire, alors que je crois que la vision de la conception que donne Eri de Luca de cette histoire d'un espoir qui nous relierait les uns aux autres me paraît beaucoup plus bénéfique et productive et créatrice. Alors vous dites aussi, il faut éviter, dites-vous, écrivez-vous plutôt, il faut éviter de négliger l'espoir, d'être inattentif ou ignorant par rapport à l'espoir. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Qu'il faut repérer des signes, qu'il faut être attentif à quoi? Il faut être attentif, je crois, principalement, à mon avis, au mélange dans la notion d'espoir des affects, du désir, de quelque chose qui finalement n'est pas vraiment forcément raisonnable. Il y a probablement dans l'espoir souvent une part de déraison ou quelque chose qui n'est pas réfléchi à l'avance. C'est de la pulsion, c'est du moteur, c'est de l'énergie comme ça. Mais en même temps, ça donne à penser. Il n'y a pas d'espoir sans un des plus vieux sens en grec du mot qui dit l'espoir, c'est-à-dire elpis. En grec, l'idée d'espérer veut dire très souvent simplement penser. Penser, oui. Mais ça reste dans ce vieux sens-là, il reste dans notre vocabulaire. Si on dit « j'espère pouvoir passer te voir demain », ce n'est pas un espoir véritable, c'est « j'estime que je pourrais ».
ou s'il n'y a pas d'embouteillage, j'espère arriver vers 5 heures de l'après-midi. C'est tout simplement, je pense que j'arriverai à 5 heures, ou je pense que je passerai de voir le prochain week-end. Sauf accident, oui, c'est ça. Voilà, sauf accident. C'est une estimation. Et dans l'idée d'espoir, il y a toujours aussi cette idée d'estimation, de calcul des possibilités, des chances, de ce qu'on peut faire ou pas faire. Et quand nous parlons, pour le définir, l'espoir d'émotion pensante, c'est aussi pour dire qu'il faut probablement apprendre à trouver dans nos affects, dans nos sentiments, une part de réflexion aussi. Vous savez, toute l'histoire de la philosophie, à peu de choses près, a opposé la raison et les sentiments. Il fallait... l'émotion et la raison. L'émotion, c'est l'inverse de la réflexion. L'amour et la passion, c'est l'inverse du contrôle de la raison, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un cours de philo sur ce thème. Mais c'est ça. Et finalement, il y a là quelque chose dont nous avons hérité et qui, en partie, nous masque la part de réflexion qu'il y a dans nos émotions. Je prendrai un seul exemple, et puisqu'on parle de choses anciennes, les Grecs, c'est les Grecs qui ont inventé cette opposition entre raison et passion qui s'est développée après, mais regardez une pièce comme les Perses d'Échille. C'est une pièce qui met en scène ce qui se passe chez les pires de leurs ennemis, les Perses, qu'ils ont vaincus. Et à l'intérieur du cénacle des Perses, on voit les mères éplorées, elles attendent le retour des fils au combat, elles apprennent que les enfants sont morts et elles éclatent en sanglots et c'est le désespoir des Perses. Si je me mets dans la place, ou si vous vous mettez à la place d'un spectateur athénien, c'est quoi? Premièrement, quelle chance, nous, les petits Grecs, on a vaincu le grand empire perse et regardez comme ils sont tristes et nous, on est contents. Deuxièmement, deuxième émotion, je crois, mais qui devient une pensée, elles sont comme nous, ces mères. Ces gens qui pleurent leurs enfants qui sont morts, ce sont nos ennemis, mais ils nous ressemblent, ce sont aussi des humains. Et là, il y a quelque chose qui uniquement passe d'abord par de l'émotion, mais se développe dans une pensée. Et finalement, ça n'a rien d'extraordinaire, ce n'est pas limité évidemment à cette pièce. Toutes les œuvres d'art, tous les grands romans, tous les grands poèmes mettent en œuvre des émotions qui nous font penser. Quand on dit ça donne à penser, ça fait réfléchir, c'est parce que nous avons été atteints, touchés, émus, et qu'on n'en reste pas là. C'est porteur évidemment d'une réflexion qui se déclenche. Et on peut après faire de la réflexion pure, si vous voulez. Mais je crois que là, dans l'espoir, il y a cette même double face. C'est bien sûr du désir, c'est de l'émotion, c'est aussi quelque chose de moteur et de premier, mais ça doit conduire à des réflexions pour mieux l'apprendre, pour le filtrer, pour le critiquer, pour le mettre en œuvre, etc. Et je crois qu'il a prononcé le mot « humain ». Et en fait, quand on entend Bergson dire cette phrase qui, à mon avis, est très, très forte, « Ni les dieux, ni les animaux n'espèrent ». Les dieux, ils ont l'éternité, donc ils n'ont pas à espérer quoi que ce soit, ils ont tout ce qu'ils veulent. Les animaux n'ont pas la pensée critique, ne possèdent pas de pensée critique. Effectivement, donc ça veut dire que l'espoir est l'apanage et la définition même de l'humain. Et je crois qu'à ce titre, cet espoir engage nos responsabilités d'être humain, et je vais dire un grand mot, notre dignité d'être humain. C'est-à-dire renoncer à l'espoir, c'est quand même renoncer à une des facettes les plus importantes de ce qui constitue l'humain, même si c'est un exercice difficile. Je crois qu'il ne faut pas amoindrir ce que ça signifie d'espérer. C'est difficile parfois. Mais moi, il y a cette chose que j'aime bien, cette idée qu'en chinois, l'espoir, l'idéogramme qui représente l'espoir, signifie aussi qu'on voit à peine. Qu'on voit à peine. Oui. C'est-à-dire quelque chose qu'on pressent,
qui est là, qui n'est pas visible, mais qui est là, qui va émerger, qui peut émerger, qu'on peut faire émerger, et dont on a la responsabilité de le faire émerger. Et donc, au bout du compte, tout ça veut dire le mot action, le mot dignité, le mot humain rassemblé, ça veut dire, ça engage notre choix d'hommes, voilà, d'êtres humains qui devons jamais renoncer à penser à l'ouverture du futur. Moi, j'ai tiré comme conclusion de ce que vous dites qu'il n'y a pas le choix, en fait. Vous dites c'est le choix. Mais ce que je comprends de vos écrits sur ce thème-là, c'est quasiment prendre l'inverse. L'homme est seul de tout être vivant, végétal, animal, etc., est seul, conscient, parce qu'il est homme, que l'espoir il est seul capable de porter un espoir, et que donc si on ne porte pas d'espoir, on n'est plus un homme. Moi, c'est ça que je comprends. On n'a plus la dignité, on ne porte plus la dignité d'être humain. On est irresponsable par rapport à notre statut. Est-ce que j'ai bien compris votre conclusion ? Oui, c'est bien l'idée que l'espoir, c'est la force humaine par excellence. Et donc, et c'est des fois difficile, à porter. À assumer, bien évidemment, et plus encore à mettre en œuvre, etc. Mais si on voulait s'en défaire, et s'en défaire complètement, alors c'est de l'humanité elle-même à laquelle on renonce. On fait défaut, oui. Et bien sûr, ça peut être aussi une tentation humaine que de devenir inhumain. Que d'échapper à l'obligation. Bien sûr. Mais dans sa difficulté même et dans sa grandeur, je crois que c'est notre force première. Mais c'est très important ce que vous venez de dire. Ça arrive. L'espoir n'est plus un choix, c'est une obligation. Attendez, c'est une obligation de condition. C'est un peu comme quand Sartre disait « nous sommes condamnés à être libres », on pourrait dire « nous sommes condamnés à espérer », mais ce n'est pas une contrainte, c'est-à-dire c'est simplement ainsi qu'est l'humanité. Et qu'elle fonctionne. Alors, évidemment, on n'a pas le choix, mais on n'a pas le choix de respirer non plus. Vous voyez, Bon. Et donc, c'est ça, c'est plutôt l'idée que l'espoir nous constitue d'une certaine manière, nous définit, quand bien même, et ça peut être aussi, évidemment, il ne faut pas l'oublier, comme Monique disait tout à l'heure, c'est pas toujours gentil, il y a des espoirs meurtriers, il y a des espoirs de destruction. Le criminel espère à la fois réussir son meurtre et en même temps échapper à la justice. C'est son espoir. Il y a des espoirs négatifs et des espoirs positifs. C'est pourquoi il faut faire le tri. Vous voyez, mais échapper à l'espoir et être dans l'idée que on n'espère pas du tout, ça me paraît impossible, puisque même ceux dans les philosophes qui sont contre l'espoir, ils espèrent en défaire l'humanité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'action, et il n'y a pas de mise en œuvre de quoi que ce soit, sans en même temps l'espoir de la réussite. Monique, attends. Non, je voulais dire qu'effectivement, l'espoir n'est pas un sentiment pur. C'est comme nous. Vous dites c'est complexe, c'est humain. Vous dites que l'espoir est humain par définition. C'est ambivalent, donc, ça peut être négatif, ça peut être positif, c'est impur, mais c'est humain, c'est vivant. Et finalement, apprendre à espérer, c'est aussi commencer à comprendre que l'espoir n'est pas une notion toute simple, qu'elle est à facettes et qu'il faut essayer de la remettre en débat. Ce qu'on a tenté dans ce livre, on a appelé ça à un moment une tentative de dégrippage philosophique. De dégrippage, vous savez, comme on défait un écrou bloqué. Quelque chose qui est bloqué, qui est coincé. Cette panne où nous sommes aujourd'hui, elle est aussi probablement liée au fait que nous avons une notion d'espoir trop fruste, trop simpliste. Et que si on commence à reprendre conscience du fait que c'est à facettes, à rouvrir la réflexion sur l'espoir et la notion elle-même, alors
on commence peut-être à pouvoir changer de regard sur notre propre situation. Est-ce que vous avez changé en écrivant ce livre? Ça vous a pris probablement plusieurs mois. Qu'est-ce qui a été changé chez vous après avoir comme ça sondé l'espoir jusqu'au plus profond? Est-ce que vous avez changé de regard sur certaines choses, par exemple? Oui, moi j'ai changé pour ma part de regard sur un certain nombre de philosophes. Vous voyez, et sur la philosophie elle-même, en découvrant, Monique le rappelait tout à l'heure, je ne vais pas le redire longuement, mais j'ai été très surpris de voir qu'il y ait si peu de choses sur l'espoir dans l'histoire de la philosophie. Ouais. Si on faisait une anthologie de tous les textes importants sur l'espoir, ça tient en 200 pages, quoi. Alors que la liberté, l'amour, la mort, la justice, des millions de pages. Des bibliothèques entières. Voilà. Sur l'espoir, il y a peu de choses, et ce peu est généralement négatif. Les philosophes disent, Spinoza par exemple, que ce qui ne va pas dans l'espoir, ils ont deux arguments. Ça nous fait vivre dans le lendemain et le futur et l'avenir au lieu de nous faire vivre ici et aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qui compte, comme si ça nous emmenait ailleurs que dans la réalité, ce qui est faux. Et puis, ça nous ballotte entre l'espoir et la crainte, puisque dès qu'on espère quelque chose, forcément, on craint que ça ne réussisse pas. Et c'est ça qu'il faudrait éliminer pour atteindre à une forme de sérénité, de sagesse de l'instant. Mais c'est ne pas voir que en éliminant la crainte, on perd beaucoup plus parce qu'on élimine l'espoir en même temps. Et il y a là quelque chose qui... donc c'est ça ça m'a fait changer probablement de position vis-à-vis de la confiance que l'on peut faire à la tradition philosophique sur ce point, moi. Et Monique, vous-même ? Alors moi, ça serait plutôt l'inverse, c'est d'avoir, comment dire... C'est bien que vous avez écrit un livre ensemble. Oui, c'est beaucoup de disputes et beaucoup d'amour. Mais c'est le fait que mon intuition et ma confiance dans l'idée d'espoir puissent être argumentée, puissent être expliquées, rationalisées, parce qu'une fois qu'on a ça en soi et qu'on veut le protéger, il faut aussi être capable de l'exprimer, de le transmettre, de l'expliquer. Et ce livre m'a permis ça. C'est-à-dire que ça ne reste pas au niveau seulement d'une forte intuition. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. J'espère que... Merci. Moi, j'ai retiré de tout ça que l'espoir, c'est peut-être pas simple, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et ils vont signer le livre.